Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, 90 minutes de débat et de reportage pour donner du sens à l'actualité. De rendez-vous 18h, 22h tous les jours, du lundi au jeudi sur Public Sénat. Et voici le sommaire de ce 19 septembre. C'est un débat 100% politique que je vous propose pour commencer avec nos experts. On va décortiquer l'actualité du week-end et notamment la France Insoumise empêtrée dans l'affaire Adrien Quatennens, le député du Nord a renoncé à ses fonctions de coordinateur du parti. Il a reconnu avoir giflé son épouse. Dans cette première partie, on parlera aussi de la réforme des retraites, des journées parlementaires du Parti socialiste et de la stratégie du Rassemblement national pour développer son ancrage territorial. Comment la France peut-elle réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050? Plusieurs scénarios sont sur la table, on va les détailler dans la seconde partie de ce Sens Public. Le défi est de taille, rendre socialement acceptable la transition énergétique alors que le souvenir du mouvement des Gilets jaunes est toujours brûlant. Mais d'abord, pour commencer, la réforme des retraites et les questions autour de la méthode qui divise la majorité présidentielle. Mathias Arez. Allez vite, voilà la consigne passée par le président de la République sur la réforme des retraites. Alors référendum, texte de loi dédié ou simple article dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ces derniers jours, c'est cette option qui revient avec insistance. Ça fait partie des procédures qui sont possibles. Mais est-ce que c'est le principal scénario qui est retenu? Je vous ai dit que tout était ouvert. Et vous essayez de me faire dire à nouveau s'il y avait un scénario qui est choisi plutôt qu'un autre. Du côté des partenaires sociaux, cette éventualité a provoqué une levée de boucliers, à commencer par la CFDT, seul grand syndicat à la table du Conseil national de la refondation. J'ai commencé mon intervention face au président de la République dans le CNR en disant on s'inscrit dans la démarche. On prend crédit de la loyauté. Il faudra qu'il y ait de la loyauté à tous les étages. S'il y a déloyauté en passant par le PLFSS, la CFDT arrêtera les discussions dans le cadre du CNR. Une manière de faire qui n'est pas non plus du goût de François Bayrou. Le poids lourd de la majorité y voit un passage en force défavorable. Si on se lance dans cette voie-là, alors nous sommes certains de coaliser d'abord les oppositions entre elles, puis de diviser la société française. Un casse-tête en prévision pour Olivier Dussopt qui recevait ce lundi les partenaires sociaux. Au programme évoqué le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, avec à l'esprit toujours le calendrier dicté par l'Élysée, une entrée en vigueur à l'été 2023. Les retraites, les journées parlementaires du PS et du Rassemblement national, mais aussi les conséquences politiques de l'affaire Adrien Quatennens. Beaucoup de thèmes, vous l'avez vu abordés avec mes invités. Catherine Tricot, bonsoir, bienvenue, bonsoir. Directrice de la revue Regard. Anne-Charline Bézina, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous êtes Thomas. Constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. Frédéric Davy, bonsoir et bienvenue, bonsoir. Directeur général du département opinion de l'IFOP. Et j'accueille également Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir, Mathieu et bienvenue. Le ministre du Travail, on a vu l'une de ses réactions dans le sujet de Mathias à l'instant, Olivier Dussopt, il recevait les syndicats aujourd'hui. La piste d'une réforme des retraites via le budget de la sécurité sociale et sans doute le 49.3 n'a pas été écartée. Voilà ce que les interlocuteurs du ministre ont dit en sortant. Catherine Tricot, est-ce que vous croyez encore à ce qu'on appelle, pour simplifier, le passage en force ? C'est ce qui semble se profiler. Je ne sais pas ce à quoi je crois, mais en tout cas, il nous annonce, il nous prépare à ce passage en force. Je crois que c'est extrêmement dangereux pour le gouvernement. C'est-à-dire que là, il y a quand même une rentrée problématique sur plein de sujets. Il est quand même accusé de ne pas avoir pris la mesure du réchauffement climatique, du coût de l'énergie, des problèmes de pouvoir d'achat. Et là, il remet sur le couvercle une réforme qui a été très contestée et pas débattue pendant l'élection présidentielle. Ils avaient dû arrêter en cours de route en 2020 avec l'arrivée du Covid et puis après l'ensemble des manifestations. Et pendant la campagne présidentielle, et notamment entre les deux tours, on avait vu la valse hésitation d'Emmanuel Macron. Donc il n'est pas extrêmement légitime et là, il veut y aller en force. Moi, je pense que là, il va agacer beaucoup de monde, à commencer par la CFDT, mais pas seulement. Je ne suis pas sûr qu'il aille au bout de la démarche. Regardez ces propos de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, cités dans Le Parisien, donc toujours à propos de cette hypothèse d'un amendement via le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si on fait ça, tout le monde va hurler, ça va faire péter le Conseil national de la refondation. Ah oui. Anne-Charline Bézina, c'est pas oulala le CNR, je vois la tête de Mathieu. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait pas mal de
de réactions hostiles, notamment celle de François Bayrou qui a le sens du timing politique, Anne-Charline Bézina, mais il y a même une question de cohérence quand même, moi je trouve, dans la logique présidentielle. Il nous annonce le soir de sa réélection une nouvelle méthode, un nouveau Macron, et puis là c'est le retour de Jupiter d'une certaine façon. C'est ça, et puis c'est-à-dire qu'en plus pour qu'on soit capable de le produire avant la fin du mois de décembre, ça veut dire quand même qu'on en a déjà un peu discuté en off, donc sûrement au sein des ministères, y a-t-il déjà des projets ficelés ou en tout cas des choses préparées, et ça c'est un véritable coup pour les Français qui avaient cru que ce projet de loi serait amendé article par article, partenaire social par partenaire social. Donc on avait vraiment le sentiment que rien n'était fait. Je crois que c'est même les mots exacts du président lorsqu'il prétendait justement défendre ce projet de réforme des retraites dans l'entre-deux-tours. En même temps, c'est ce qui s'était passé la première fois. Vous avez fait référence avec Jean-Paul Delevoye. Il y avait une très longue concertation. Enfin bon, pour finalement ne pas faire aboutir la réforme pour les raisons qu'on sait. Donc peut-être qu'il se dit trop autre chose. Avec une petite nuance, c'est-à-dire que ce rapport de Delevoye avait été commandé bien en amont, et c'était sur la base de ce rapport que le projet de loi avait été présenté et que le projet de loi devait passer comme tout projet de loi devant l'Assemblée nationale tel qu'on nous l'avait annoncé. Alors que là, on nous a dit Conseil national de la refondation, on nous a dit dialogue social. Donc je crois qu'un amendement dans un projet de loi de financement dont l'objet n'est pas d'annoncer des réformes d'ampleur comme ça, c'est-à-dire qu'on est censé voter les équilibres budgétaires financiers et sociaux de l'année. Mais je crois vraiment que là, on joue gros en termes de légitimité, surtout sur un projet qui est bien plus social que financier et qui est sûr de fédérer contre lui, puisque finalement, il intéresse tout le monde. Passer des cavaliers sociaux en force, c'est pas nouveau, mais généralement, c'est sur des points bien plus marginaux. Le cavalier social, voilà un terme de constitutionnaliste. Frédéric Dabi, pourquoi il s'y accroche à cette réforme ? Elle est impopulaire aujourd'hui chez les Français. Oui, c'est vrai qu'il y a la question de la méthode. C'est vrai que, vous l'avez très bien dit, il y aura sans doute une perte de cohérence entre les appels au dialogue, la concertation et un 49.3 ou un article dans le PLFSS. Et il y a aussi le fond. C'est une réforme d'une manière générale qui suscite automatiquement la méfiance des Français. Pourquoi ? Parce qu'à chaque réforme, depuis même la réforme Mauroy de 1982, les élus, les politiques, les pouvoirs publics annoncent une logique de der. C'est la dernière réforme pour sauver le système. Ce n'est pas le cas ici, puisqu'on parle de rentrée financière pour d'autres questions que les retraites, et il voit très bien qu'il y a eu la réforme Mauroy, Balladur, Fillon 2003, Fillon 2010, etc., qu'on revient sur cette réforme. Et puis, là, on a rarement observé une hostilité aussi forte des Français au relèvement de l'âge de départ à la retraite. J'ai trouvé 2 chiffres d'enquête IFOP pendant la campagne présidentielle. Au mois d'avril, quelques jours avant le premier tour, 77% des Français, IFOP JDD, souhaitaient qu'Emmanuel Macron retire la retraite à 65 ans de son programme. Et en février, 71%, ça va au-delà de l'électorat Mélenchon-Le Pen, souhaitaient qu'on revienne à la réforme à 60 ans. Alors maintenant, pourquoi Emmanuel Macron s'accroche ? Je pense que tout simplement, cette réforme des retraites, il doit peut-être l'apercevoir comme une sorte d'arme de destruction massive à une critique qui s'installe de plus en plus fortement chez les Français, c'est un quinquennat peut-être pour rien, inaction, on revient peut-être au Chirac de 2002, et c'est vrai que cette réforme des retraites, c'est une manière pour lui, pour une partie de la majorité, pour une partie minoritaire mais non négligeable des Français, la fameuse Sainte Alliance sympathisant LR, sympathisant LREM, de remettre le quinquennat sur les rails de la réforme. Mathieu, il y a le côté, il y a ça, effectivement, je reste un réformateur, et puis il y a aussi gagner un peu de marge de manœuvre budgétaire, c'est pas totalement. Bien sûr. Alors juste un truc, la réforme qui avait été discutée par Jean-Paul Delevoye, souvenez-vous, c'était une réforme de refondation du système de retraite. On passait à un système de retraite par points, qui là, pour le coup, nécessité, c'est vrai, un grand dialogue, une grande concertation avec les syndicats. Et par ailleurs, je mets un petit bémol à ce qu'a dit Catherine, parce que quand même, pendant la campagne présidentielle, la seule mesure qu'ont à peu près retenu les gens du programme de Macron, c'est on va devoir travailler plus longtemps. Alors, c'est 64 ou 65 ans, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas été débattu pendant la campagne présidentielle, puisque tous ses opposants lui disaient vous allez augmenter la retraite, lui expliquait pourquoi. Donc, on ne peut pas dire que ça a été un blackout total sur cette question. Après, pourquoi il l'a fait ? D'abord parce qu'il y croit. Il pense qu'il faut la faire, à la fois pour équilibrer les régimes de retraite, même si on a vu que l'an dernier et cette année, ils étaient excédentaires, mais les projections du corps montrent qu'elles seront, en tout cas pendant les prochaines années, déficitaires. Et puis, il veut se dégager des marges de manœuvre pour faire autre chose. Ça, c'est des raisons financières. Ensuite, parce qu'il veut envoyer un signal politique, c'est vrai, afficher le fait qu'il est un réformateur et non pas un roi fainéant, mais aussi envoyer un signal politique à Bruxelles.
montrer que la France est capable de tenir ses engagements. Il faut se souvenir, regardez notre niveau de déficit public. Souvenez-vous de ce qu'il avait fait en 2017. Première loi qui passe, c'est les ordonnances travail. Pourquoi ? Pour envoyer un signal à Bruxelles, pour montrer qu'on est capable de réformer le travail en France. Donc il y a aussi un parallélisme des formes, en tout cas, dans ce qu'on voit là. Et puis il le fait sans doute aussi pour une question d'opportunité tactique. Et là-dessus, j'avoue que je suis partagé, parce que refaire des palabres sans cesse sur comment réformer les retraites, on en a fait des centaines, il n'y a pas 50 000 solutions, il y a 3 solutions. C'est très simple. Soit vous augmentez les cotisations, mais il a déjà écarté cette possibilité parce qu'il ne veut pas augmenter les impôts, soit vous baissez les pensions, c'est-à-dire que les retraités touchent moins, les retraités actuels, mais cette possibilité est écartée parce qu'aucun parti ne la soutient. Donc il reste la seule et la dernière solution, il faut faire travailler plus longtemps les salariés. Combien, comment, est-ce qu'on parle en durée de cotisation, est-ce qu'on parle en âge? Tout ça est connu, largement connu. Est-ce que ça vaut un passage en force? Non. Alors, on peut toujours en discuter, mais en tout cas, redire il faudrait 6 mois de débat là-dessus, non. Et en revanche, il faut peut-être 6 mois de débat sur les mesures accompagnatrices. Qu'est-ce qu'on fait pour les carrières longues? Qu'est-ce qu'on fait pour la pénibilité? Ça, oui, ça nécessite. En tout cas, c'est un risque social évident, mais je comprends assez bien pourquoi il prend le passage en force. Sauf que vous dites il y a 3 solutions pour réformer les retraites, sauf qu'en l'occurrence, c'est pas une réforme des retraites qu'il vise. Enfin, ça va concerner les retraites, mais c'est pour oui, mais c'est pour dégager de l'argent pour faire autre chose. Or, aujourd'hui, quand je dis qu'il y a quand même une situation qui est un peu compliquée, c'est qu'il y a toute cette polémique sur les super profits auxquels il ne s'attaque pas. C'est-à-dire qu'on lui fait reproche de laisser de côté ceux qui vont gagner, et là on attend 30 milliards sur les retraites de gains, ça veut dire qu'en fait c'est les salariés qui vont payer 30 milliards, alors que ces 30 milliards c'est inférieur au bénéfice de Total. C'est-à-dire qu'en fait il y a quand même bien là dans ce choix quelque chose qui ne se justifie pas par la défense du système de retraite par répartition, mais qui se justifie pour faire de l'investissement soi-disant pour l'école et l'hôpital, mais en laissant de côté les super profits. Donc là ça commence à faire ça fait sens et ça fait problème d'acceptation politique. Bien sûr. Extrêmement profond dans la société. Je vois que vous voulez intervenir les uns les autres. On a beaucoup de thèmes dans ce débat, donc je vous demande d'aller vite. Anne-Charlène. Vraiment, juste un mot, c'est le fait de ne pas avoir même l'honneur d'un projet de loi. C'est un vulgaire amendement dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale déjà ficelé depuis le mois de juillet. C'est vraiment ça qui est quand même un peu choquant, je trouve. Et l'autre point, c'est la raison, c'est pour faire des économies. Attention à ça, parce qu'on ne peut pas promettre des chèques énergie, des chèques en tout point. En ce moment, on est vraiment dans un État qui a renoué avec l'État-providence des années 30 et dire qu'on va faire des économies sur d'autres points. Oui, il va falloir revenir au tournant de la rigueur. L'argent magique doit s'arrêter. On est bien d'accord. Ça peut aller de pair avec ça ne pourra pas se jouer uniquement là-dessus puisque les effets seront à mesurer sur 10, 20, 30 ans. Donc les économies d'échelle, c'est pas maintenant et c'est pas comme ça. Un mot de conclusion. Oui, sur cette question de l'acceptation, les Français ont parfaitement en tête les 3 leviers dont vous avez parlé, Mathieu. C'est-à-dire, on ne baisse pas les pensions, on n'augmente pas les cotisations, ne reste que la durée d'allongement de départ à la retraite. Et c'est vrai qu'en 2010, l'opinion avait basculé à une très courte majorité sur faisons un dernier effort pour sauver le système. Cette mécanique d'opinion n'existe absolument pas aujourd'hui, sauf chez les retraités, la seule catégorie qui soutient massivement la réforme parce que par définition, elle ne va pas être concernée. Allez, j'ouvre un deuxième chapitre dans ce débat 100% politique. L'affaire Quatennens, le canard enchaîné avait révélé mercredi qu'une main courante pour violence avait été déposée par son épouse Céline Quatennens. 5 jours plus tard, le député du Nord a reconnu avoir giflé sa femme et il s'est mis en retrait de ses fonctions au sein de LFI. Alors, je vous propose un premier élément pour alimenter le débat, c'est la réaction de Jean-Luc Mélenchon en 2 temps sur Twitter. Il commence ainsi, je vais le citer. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Pas un mot de soutien pour Céline Quatennens dans ce premier tweet, c'est forcément un tollé. Et ça provoque une nouvelle réaction du leader de la France Insoumise quelques heures plus tard. Second tweet. Céline et Adrien sont tous 2 mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable. Dans tous les cas, Adrien l'assume, c'est bien. Mathieu, que dire sur la façon dont la France Insoumise gère ou a géré cette affaire ? C'est bien simple, rien ne va. Rien ne va dans cette affaire et on se demande comment la France Insoumise, qui compte dans ses rangs des adversaires sincères, convaincus et acharnés des violences sexistes et sexuelles, ont pu laisser commettre toutes ces erreurs, toutes les fautes possibles en la matière, on va se dire. Et pour le comprendre,
Je vous propose de rembobiner le film. Mardi dernier, à l'annonce d'un article dans le Canard enchaîné faisant état d'une main courante déposée par son épouse, le député du Nord, Adrien Quatennens, il prend les devants et il publie un communiqué commun signé des deux époux. Comme des millions de Français, nous vivons actuellement une situation de divorce difficile, commence le texte, qui évoque une dispute. Ça s'appelle une tentative de contextualisation de la violence conjugale, ce qu'il est en train de faire. Et c'est la première erreur, parce que c'est ce qui va sous-tendre toute sa communication par la suite. Hier, nouveau communiqué, signé d'Adrien Quatennens, celui-là, et il le signe tout seul. Alors là, c'est très différent. Seule sa version compte désormais, et le député du Nord y écrit noir sur blanc qu'il n'arrivait pas à accepter que sa femme souhaite se séparer, que lors d'une des disputes qui ont suivi, il a saisi le poignet de sa femme, qu'il lui a aussi pris son téléphone portable, et alors qu'elle tentait de le récupérer, elle s'est cogné le coude. On comprend qu'en gros, c'est une altercation physique et que c'est quasiment la faute à pas de chance. Bah non, c'est la faute d'Adrien Quatennens. On ne prend pas le téléphone portable de quelqu'un contre sa volonté, même si c'est sa femme. Et il écrit, dans ce contexte d'annonce de séparation, encore une fois, contextualisation de la violence conjugale, le député, il reconnaît avoir envoyé de trop nombreux messages, ça s'appelle du harcèlement téléphonique en français courant, et puis enfin, il évoque une gifle qui ne lui ressemble pas, c'est écrit noir sur blanc dans le texte, donnée il y a 1 an à son épouse, dans un contexte, une nouvelle fois, d'extrême tension, encore un, écrit-il. Le tout pour finir par une phrase d'une hypocrisie à mes yeux sans nom. Je sais qu'aucune explication, qu'aucun contexte, si complexe que fut la situation, ne justifie ces comportements. C'est exactement ce qu'il vient de faire, donner des raisons contextuelles à ce qui aurait pu être un accès de violence. Voilà donc le communiqué pour lequel Adrien Quatennens s'est vu décerner de nombreuses félicitations de ses camarades. Oui, effectivement, vous voulez parler de ces réactions de beaucoup de membres de la France Insoumise. Oui, parce que vous en avez parlé, on a assisté à cette occasion à un festival de compliments. Alors Jean-Luc Mélenchon l'a dit, qui salue sa dignité et son courage et l'assure de son affection. Mathilde Panot, la patronne des députés insoumis, qui évoque, elle, une décision juste, sage, courageuse. Sophia Chikirou, il voit la marque politique de son honnêteté et de son abnégation. Daniel Obono ira même jusqu'à lui donner une forme d'absolution en déclarant qu'il n'est ni un salaud ni un héros, mais que les violences conjugales sont une réalité systémique. Sous-entend, c'est la faute du système. Je pourrais continuer la liste, mais là on se dit, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là qui nous font passer Adrien Quatennens, qui vient de reconnaître avoir été violent, avoir eu un comportement violent et des gestes violents avec sa femme, pour un père courage, sans aucune marque, vous l'avez souligné tout à l'heure, d'attention ou de compassion pour sa victime. C'est bien simple, elle n'existe plus. En langage féministe, on dirait qu'elle s'est fait silencier et qu'elle s'est fait invisibiliser. Ça, c'est la seconde faute. Et puis, pour parachever le tout, il y a la troisième faute, Jean-Luc Mélenchon qui se charge de dénoncer la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, car il serait là, selon lui, les vrais responsables. Mais du coup, si Adrien Quatennens n'est plus le vrai responsable, le plus coupable, c'est qu'il n'y a plus de victimes. Et là réside, je disais, la troisième erreur. Et à mon avis, c'est sans doute la plus grave de la part des Insoumis, qui ont réussi à détourner l'attention des faits et, ce faisant, ont participé à décrédibiliser le sujet des violences faites aux femmes, qui sont ramenées à des vulgaires manipulations politiques. On avait eu, avec Taha Bouafs, l'idée qu'il aurait été victime de racistes avant de savoir la vérité. On a eu, avec Éric Coquerel, l'idée avancée par Jean-Luc Mélenchon qu'il aurait été sali en vengeance de sa victoire contre l'extrême droite. Voilà, comme à chaque fois, la parole des femmes victimes de violences passe au second plan. Là, derrière des manipulations politiques, je trouve que c'est un naufrage. Anne-Charlène Bézina, que vous inspire cette affaire ? C'est compliqué parce que on va dire que la justice est même pas, ça n'a même pas commencé, quoi. Une enquête ou une information judiciaire ou un juge d'instruction en action. Et voilà, et la machine est lancée, la machine médiatique est lancée. Oui, c'est vrai qu'on avait déjà dit ça pour l'affaire Abad, qu'on était en train de se poser la question des temps, le temps judiciaire, le temps politique, le temps parlementaire, le temps de la vie privée. Et ici, on a encore plus ça se télescope complètement, étant donné qu'en termes judiciaires, il faut bien le dire, une main courante, c'est censé être quelque chose de totalement confidentiel. La personne que vous accusez n'a pas droit au dossier, il n'y a pas de contradictoire. Donc on a ici affaire à une lettre qui va jouer le rôle de droit de la défense, finalement, qui elle-même est publiée sur un réseau qui est celui de Twitter, qui est plutôt le tribunal médiatique par excellence. Donc on voit bien qu'on a complètement marginalisé le temps judiciaire. Alors c'est quelque chose qui nous dit quelle est l'ère du temps. Et l'ère du temps, il est à cette idée qu'il y a de la réputation, de l'honneur, de l'image que nous donnent les politiques. Et je pense au débat que nous avons eu il n'y a pas si longtemps sur le fou rire de Kylian Mbappé quand on lui parle du char à voile, qui nous dit qu'il y a des choses qui deviennent intolérables. Et évidemment, entendre parler des violences faites aux femmes avec
comme vous le dites, de la légèreté, parfois aussi beaucoup de maladresse, eh bien ça devient quelque chose de politiquement répréhensible. Il faut bien avoir en tête que politiquement, il est encore député et que en termes constitutionnels, il n'y a rien à se reprocher puisqu'il n'y a même pas encore. Alors si, maintenant le parquet de Lille s'est saisi de la. On est au tout début de c'est auto-saisi, mais on n'a pas de mise en examen, on n'a pas encore vraiment d'enquête de fait. Donc voilà, il n'est pas obligé de se débattre. On peut dire ça. Je trouve que c'est important on est à un lieu de débat qui peut être assez subtil, je l'espère. En tout cas, on peut dire ça sans excuser en rien les violences conjugales. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a aucune espèce de doute dans mon esprit, mais c'est quand même une vraie question. Parce que le point de départ, il y a effectivement une main courante avec ce qu'on comprend, une volonté que ça ne soit pas médiatisé. Exactement. De la part des deux, c'est ce qui a été dit en tout cas, c'est ce qui a été exprimé. Je crois que c'est ça le grand risque, c'est-à-dire que on en arrive à devoir se justifier de demander du temps, de demander du doute sur certaines questions, de demander des enquêtes, de demander une justice, parce qu'on est soupçonné parfois d'être du côté de celui qui fait. Donc il faut faire attention, je pense, à ne pas rentrer dans une société du casier judiciaire qui consiste à essayer d'avoir des politiques qui soient blancs de tout soupçon, mais en ayant finalement conscience que c'est le peuple qui décide de ce qui est bien ou mal. On se rappelle de l'ancien régime, c'est dangereux. Et évidemment, il y a des violences faites aux femmes qui sont des combats qui sont menés depuis des années, sur lesquels notre droit pénal est vraiment très en retard par rapport au système espagnol. On l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la prévention et du débat, mais voilà, faisons attention à pas sacrifier trop. Catherine Tricot. Moi, je crois que ce qui est difficile dans cette affaire, c'est que ça vient de la France insoumise. En plus. C'est-à-dire que ça, c'est quand même pas tout à fait anodin. Et la France insoumise a cette caractéristique un peu spéciale d'être un parti qui est dans sa culture d'abord composite, il n'est pas homogène, et il a une partie de sa culture qui vient de militants très... je cherche mes mots, mais un peu viriliste. C'est-à-dire qu'il y a quand même une culture de l'engagement, on tient debout, on a des mots un peu durs, on lâche rien, etc. Il y a et puis d'avant-garde, d'être aussi une culture d'avant-garde. Tout le monde sait. Oui, mais à côté de ça, il y a beaucoup de militantes féministes au sein de ce parti. C'est pour ça que je dis qu'elle est composite. Ce parti est composite, c'est qu'il y a d'un côté ça, et de l'autre côté des féministes, et qui font entendre leur voix et qui ont porté à l'intérieur de la France insoumise un discours absolument intraitable sur les violences faites aux femmes dans leurs différentes... Donc du coup, oui, mais je suis d'accord avec Mathieu, certaines d'entre elles, dans les réactions, je trouve ça façon d'absolution, à partir du moment où il a reconnu les faits, ça devient effectivement quasiment un héros. Bien sûr, mais moi je trouve ça totalement affligeant. Je ne parle pas de ces femmes-là en particulier, je parle de la culture, du fait que, par exemple, la réaction de Caroline de Haas le samedi. Après le premier tweet de Jean-Luc Mélenchon. Elle le remet à sa place, d'une certaine façon. Oui, ça a pesé. Elle n'est pas elle-même membre de la France insoumise, mais le poids des féministes compte à l'intérieur de la France insoumise. Et donc, je crois qu'il y a cette espèce de tension qui était déjà très très forte au moment de l'affaire Tahabouaf et encore plus au moment de l'affaire Coquerel. Ça s'était monté très très haut. Mais est-ce que ça révèle aussi une question de gouvernance au sein de LFI ? Mais clairement, et d'ailleurs, Clémentine Autain se plaint amèrement qu'il n'y ait pas eu de réunion de la France insoumise pour discuter de la réaction à tenir. C'est-à-dire que, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon, après l'affaire Coquerel, avait dit il va bien falloir qu'on se penche sur le sujet et qu'on mette à jour notre doctrine. Ça n'a pas été fait et ils sont rattrapés par l'affaire Catena. C'est-à-dire que je pense qu'il y a bien une question qui va devoir articuler le droit des femmes, le droit pénal, le droit à la justice, et une exemplarité quand on est une organisation politique qui se veut engagée sur les droits des femmes. Frédéric Dabi, est-ce que l'opinion est un peu, enfin je sais pas, je vais parler en mon nom, comme moi, à la fois gênée parce que c'est quand même la vie privée d'un couple, et en même temps passionné parce qu'il y a des enjeux politiques et des enjeux sociétaux qui sont profonds. On dit on va trop vite, mais on est tellement allé lentement pendant des décennies sur la question des violences faites aux femmes qu'il est temps que ça bouge. Vous avez absolument tout dit et ça a été très bien dit. C'est vrai que c'est d'abord une affaire privée, le communiqué du Canard enchaîné, suite à l'article du Canard enchaîné, mais c'est un sujet qui, je dirais maintenant,
préoccupent, passionnent, intéressent les Français et sur lesquels le clivage de genre que l'on observait auparavant, c'est-à-dire c'est un sujet qui en fait intéresse plus les femmes que les hommes, existe toujours, notamment chez les jeunes femmes, mais qui s'est très fortement atténué. C'est une affaire qui, à mon avis, intéresse parce qu'elle touche une personnalité qui n'est pas n'importe qui à la France insoumise. C'est un des héritiers possible de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un lien très fort entre eux qui rappelle le lien qu'entretenait Jean-Luc Mélenchon avec feu François Delapierre, qui était son héritier avant, dans les années 2012-2014. Et puis, cette question, cette affaire, il y a une question qui se pose. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un atout ou un handicap pour la NUPES? Son premier tweet, vous l'avez très bien dit, Mathieu, il y a une véritable catastrophe. Ça accrédite un récit, l'affaire Tabouaf, l'affaire Coquerel. Ce sont des affaires extrêmement différentes et ces personnes sont présumées innocentes. L'affaire Caténas qui accrédite l'idée que Jean-Luc Mélenchon n'est que dans l'imprécation, stigmatise les médias. Il y a une part de crédibilité de LFI et par ricochet de la NUPES qui est en jeu. Puisque, en fait, les Français font l'équation suivante pour l'instant, et les Français de gauche, NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon. La seule incarnation crédible aujourd'hui et visible de la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et dans une enquête IFOP pour l'humanité, une majorité de personnes se positionnant à gauche ont le sentiment, ou plutôt pronostic, que la NUPES n'est qu'une coalition électorale qui n'ira pas au bout, qui n'est pas une force d'alternative à, par exemple, Emmanuel Macron, ou une force concurrente par rapport au Rassemblement national. Ce type d'affaires ne va pas dans le sens d'une crédibilité de la NUPES sur un sujet qui, je le répète, intéresse autant les Français. Et dont elle a fait un cheval de bataille. Parce que, comme le dit Catherine, il y a un réflexe de corps, de camaraderie, sans doute un peu viril dans les premiers tweets de soutien, parce qu'on dit « Ah, Adrien Quatennens, c'est pas un salaud, on le connaît, c'est un bon mec ». Oui, les gens qui tapent leurs femmes sont toujours au départ des bons mecs, voilà, et ça ne justifie pas les violences. Et puis, il y a aussi un réflexe de mettre cacher la poussière sous le tapis. Ça, c'est ce qu'on a vu plus tôt dans les affaires précédentes, du type Coquerel ou du type Bouafs. Et tout ça est orthogonal avec un des combats assumés et dits prioritaires de la France insoumise, qui est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, c'est une affaire privée, oui, mais sur un sujet éminemment politique. Et quand vous êtes en contradiction, ça pète et ça fait des dégâts profonds. Il y a qu'à lire que quand vous regardez les réactions des militants, pas forcément des élus, beaucoup de militants et militantes sont écœurés de la façon dont ces sujets sont mis en scène ou exposés ou en tout cas régulés par la France insoumise, qui est très dur quand ça se passe, ce type d'affaires se passe chez les autres, et c'est normal, c'est le jeu politique, mais pour le coup, très embêté, très embarrassé quand ça se passe chez elle. Avec une question aussi au sein de la NUPES, écoutez la réaction de Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts. Il est indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement, en effet. Je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute parole publique et voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Les violences conjugales, les violences envers les femmes sont absolument inadmissibles. Et il les a reconnues, donc dont acte, parce que c'est pas si courant que ça, les personnes qui reconnaissent les violences. Dont acte, il l'a fait. Maintenant, il doit se mettre en retrait vraiment de toute parole politique. C'est pas possible. C'est pas possible de représenter les hommes et les femmes et d'avoir une parole au nom des hommes et des femmes quand on s'est rendu coupable de tels actes. On va boucler ce débat. Il nous reste beaucoup d'autres thème. Anne-Charlène Bézina, là, c'est une forme de bannissement ou d'auto-bannissement qui peut durer, puisqu'à partir du moment où, ce qu'on décrivait tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance pour Adrien Quatennens ? Ça va durer. Difficile de répondre à cette question. Je rajouterais quand même certains points. C'est que on voit bien dans le vocabulaire de Sandrine Rousseau que rien n'est du ressort de la faute, de la pénalisation, du droit, etc. Elle est dans la réputation, d'en parler au nom d'eux. Et je crois qu'elle a raison de distinguer les deux. Et on le disait, le temps judiciaire n'est pas le temps politique. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut acter du fait que une certaine morale politique fait que on ne peut pas tolérer d'un responsable politique quelque chose qu'on ne tolérerait pas de son voisin. Et que cette idée de l'égalité devant la
la justice, elle s'incarne aussi dans le discours, dans ce qu'on peut représenter en termes de valeurs. Donc je pense que on touche ici à un problème très important. Ce qu'on a dit de la culture LFI, plein de choses vraies, mais je pense aussi qu'on touche ici au fait que c'était peut-être une erreur d'en faire le fleuron d'un parti politique et même d'avoir des organes internes aux partis politiques pour entendre les violences faites aux femmes, qui est quelque chose qui pour moi vraiment ressort des limites du droit, parce que ça n'est pas à un organe politique de gérer ces questions. Mais il ne peut pas faire comme si de rien n'était, et il faut bien qu'il les appréhende, ces questions. Ça, c'est une question politique, c'est une question individuelle, c'est une question collective. Mais dans son fonctionnement, dans ses règles internes, qui relève pour comme moi toute entreprise, pardon, je parle en même temps que vous, c'est très désagréable, mais comme toute entreprise, une entreprise qui est confrontée à un cas de harcèlement ou un cas de violence, enfin, elle doit s'en préoccuper, la DRH doit s'en préoccuper. Pourquoi un parti politique en serait exempt? Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, mais ça se passe différemment dans une entreprise. Déjà, il y a des droits de la défense, c'est-à-dire que vous êtes convoqué, on vous explique pourquoi, vous avez le temps de vous mettre en retrait, parce que généralement vous le souhaitez vous-même également, pour présenter une défense. C'est associé à un temps judiciaire, alors qu'ici, il faut réagir, dans le temps médiatique, il faut réagir encore plus vite, et attention à ne pas gérer ça de manière encore plus étouffée. Moi, je crois que le parti politique, c'est une bonne chose, et ça peut être... Allez, un dernier mot là-dessus, Catherine. Je vous rejoins tout à fait qu'il y a une question sur la gestion à l'intérieur des organisations politiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr. C'était d'ailleurs, on s'est quitté l'été avec cette question en disant il va bien falloir trouver, sur l'affaire Tahaboif et l'affaire Coquerel, on s'était quitté en disant la France insoumise a un projet à résoudre, enfin une question à résoudre. Moi, ce que je pense, c'est que en effet, le sujet-là, il n'est pas d'ordre judiciaire. Probablement que ça n'ira pas très 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 loin. Enfin, j'en sais rien, mais on peut penser au vu de ce qui a été rendu public, ça n'ira pas très loin sur le plan judiciaire. Par contre, sur le plan politique, les dégâts sont très lourds et, à mon avis, difficile à surmonter et à remonter après en avoir fait son combat. Juste la petite phrase de Sandrine Rousseau, elle est quand même assez effrayante, parce que ça équivaut à une mort politique et un bannissement jamais. C'est pour ça que je parlais du bannissement. La gauche, elle a toujours cru qu'un homme qui a fait une faute ou qui a commis une erreur peut quand même la comprendre, la réparer, et que l'individu est amendable. C'est quand même au cœur de la position de gauche, et là on a l'impression que c'est fini. Adrien Quatennens est envoyé dans les poubelles de l'histoire. On va parler maintenant des journées parlementaires, à la fois du Parti Socialiste et puis ensuite du Rassemblement national, les journées parlementaires du PS qui se déroulent à Rennes, où l'on retrouve en direct Audrey Vuettaz. Bonsoir Audrey, le PS qui se cherche une ligne politique au sein de l'accord des gauches. Oui, car même si tout le monde l'admet, l'accord NUPES a permis au Parti socialiste de sauver les meubles et de garder un groupe à l'Assemblée nationale malgré le très mauvais score d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Je le rappelle, 1,7%. Se pose désormais la question de l'après. Écoutez. Là, j'ai envie de vous dire, avec la NUPES, on a quand même gagné un certificat de conformité de gens de gauche. Et donc maintenant, c'est comment, dans cette gauche, on trouve une place qui aura plus d'écho que 1,7%. Voilà, en tout cas, la feuille de route du Parti socialiste, c'est ça. Car si les socialistes sont conscients qu'il peut y avoir des combats communs, comme la taxation sur les superprofits qui fera l'objet d'une proposition de loi déposée cette semaine et soutenue par l'ensemble de la gauche, certains en off s'interrogent sur la capacité de la France insoumise, force majoritaire de la NUPES à gouverner. C'est ici que le Parti socialiste pourrait avoir un coup à jouer. Il rappelle qu'il détient encore 100 villes de plus de 30 000 habitants et qu'il est le premier groupe parlementaire si on prend l'ensemble des deux assemblées. Écoutez. Je suis intimement convaincu que le Parti socialiste a une place spécifique, du fait même qu'il a amené la gauche 4 fois au pouvoir dans la Ve République. Donc le Parti socialiste, c'est vrai, peut-être moins, comment je vais vous dire, moins voyant qu'il ne l'a été à une époque. Mais nous sommes en train de rebondir. Le chef du groupe socialiste au Sénat qui a appelé dès ce matin, dès son discours d'ouverture, à être dans le rapport de force, même avec les partenaires, même avec les amis. Certains vont même plus loin, comme le sénateur de Paris, David Assouline, pour qui le PS doit se différencier au plus vite de la France insoumise pour que la gauche espère remporter de nouvelles élections. On ne reviendra pas au pouvoir si le centre de gravité qui est celui d'aujourd'hui, reste celui d'aujourd'hui. On le sait, y compris, on pourrait très rapidement perdre nos villes. Et puis dans la prochaine échéance électorale, qui est l'échéance européenne, perdre notre identité. Réponse
Réponse à ceux qui, dans son propre camp, imaginent déjà un ticket commun NUPES pour les prochaines élections européennes. Pour lui, c'est impossible. Le Parti socialiste et la France insoumise sont trop divisés sur ce sujet. Merci Audrey Betaz en direct des journées parlementaires du PS à Rennes. Tiens, ce sondage IFOP, Frédéric Dabi, la question, diriez-vous que la NUP, donc Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, vous semble être avant tout une coalition électorale amenée à se désunir et même à disparaître, 73% pour cette affirmation, ou alors un rassemblement amené à s'enraciner dans le paysage politique, 27%. Pourquoi les Français sont-ils aussi sceptiques ? Parce qu'ils voient, à mon avis, les différences idéologiques, programmatiques, d'incarnation au sein des différentes fragments, composantes de la NUPES. Alors, auprès des sympathisants de gauche, c'est 1 sur 2. Mais c'est quand même beaucoup. Et c'est ce clivage qui traverse ces journées parlementaires du PS. Force locale très forte, inexistante sur le plan national, dans notre baromètre IFOP fiducial pour Match, on a seulement 6% ou 7% des Français au mois de septembre qui considèrent que le PS incarne bien l'opposition à Emmanuel Macron, 10% pour les écolos et presque 30% pour la France insoumise. Quand je disais tout à l'heure l'équation... Et pas loin de 40, on va y venir pour le Rassemblement national. Voilà, tout à fait. Donc, ou bien au coude à coude avec la France insoumise. Mais c'est vrai que l'équation NUPES égale LFI, elle est complètement partagée par les Français. Donc, quelle solution pour le PS? Est-ce qu'on reste sur ce court-termisme où, grâce à NUPES, c'est vrai, et suite au score calamiteux d'Anne Hidalgo, ça a permis de sauver beaucoup de députés, mais en termes de projection vers l'avenir, elle est beaucoup plus malaisée. Que devient le PS si ce rapport de force pour les Français et auprès des sympathisants de gauche sur qui incarne le mieux la gauche aussi, lui est aussi défavorable, et il a un vrai risque de finir comme un parti absolument marginalisé et existant qu'à travers des confettis locaux, même si ces confettis sont importants. Oui, ils restent quand même importants. Anne-Charline Bézina, est-ce qu'on est en train d'assister à une sorte de mutation de nos partis politiques ? Ah oui, moi je crois qu'en fait on est revenu un petit peu aux origines de la Ve République où, à cause de l'histoire de la 4e, on avait beaucoup de partis de coalition comme ça, où on avait des familles au sein desquelles on sentait bien que des oppositions bouillonnaient. Et j'ai le sentiment, en effet, qu'on s'oriente un peu là-dessus, mais c'est pas une tendance uniquement française. Ça se voit en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Autriche, même dans les pays nordiques. Maintenant, on ne peut plus vraiment réunir de majorité qu'une fois coalisés. Il y a très peu d'opinions complètement stables sur des partis de gouvernement traditionnels droite-gauche. Donc on assiste en effet à une recomposition des forces autour de micro-nébuleuses qui sont à la fois un peu partisanes et un peu sociales, qui se coalisent entre elles. Mais ça ne veut pas dire pour autant, à mon avis, que la droite et la gauche, dans leur opposition binaire, noir et blanc, un peu manichéenne, soient complètement mortes. Et je pense que le PS joue gros en ce moment sur son identité. Pas uniquement sur les prochaines européennes, mais il faudrait qu'on arrive à savoir si justement la gauche est celle des allocs ou celle du travail. Toutes ces questions-là, elles sont loin d'être anecdotiques. La gauche a perdu un peu tous les éléments qui faisaient son discours, le progrès, les classes sociales, le service public. Et donc, il y a des fondamentaux sur lesquels je pense que l'opinion attend des réponses, sur lesquels la gauche doit se repositionner rapidement avant de se laisser un peu embarquer dans le courant wokiste, la mouvance un peu LFI dont on a dit d'ailleurs tout le caractère composite. Je ne crois pas que ce soit d'ailleurs très unanime non plus dans ce parti-là. Donc il y a des choses à régler en termes d'identité. Allez, il nous reste un peu moins de 7 minutes et je voudrais qu'on y consacre notre dernière actualité, donc le Rassemblement national. Steve Jourdain, vous pouvez nous rejoindre. Bonsoir Steve, qui organisait le RN ses journées parlementaires également. C'était ce week-end, c'était au Cap d'Agde et c'était l'occasion pour Marine Le Pen de fixer un horizon. Fixer le cap au Cap d'Agde. Oui, on peut dire ça comme ça. Objectif 2023, Thomas, pour le Rassemblement national. Vous savez ce qui va se passer en 2023 ? Les élections sénatoriales, évidemment, elles auront lieu au mois de septembre. Le RN ne compte aujourd'hui aucun élu à la Chambre haute, mais Marine Le Pen, elle veut que ça change. Écoutez-la. Les prochaines élections sénatoriales qui auront lieu en 2023 corrigeront, je l'espère, cette inconvenance démocratique qui perdure au Sénat. Ce déni démocratique prive la Haute Assemblée d'une part de sa nécessaire représentativité et, je le sais,
d'une énergie nouvelle qui lui serait grandement profitable. Et le maître mot de cette rentrée au Rassemblement national, c'est alternance. Oui, c'est le deuxième étage de la fusée Le Pen après avoir envoyé 89 députés à l'Assemblée nationale. Le RN veut devenir un parti comme les autres. Il se présente désormais comme le seul parti de l'alternance. L'alternance pour la France, c'est le slogan qui a été choisi par Marine Le Pen pour son discours ce week-end. Ça, c'est pour l'objectif. Et pour y parvenir, le RN veut miser sur son ancrage territorial. Écoutez-la. Je lance d'ores et déjà un appel aux élus de France, aux maires et aux grands électeurs attachés au pluralisme, à se mobiliser avec nous pour la défense de cette démocratie de proximité que sont les communes, même les plus petites. Le temps presse. Maires et élus ruraux, avez-vous entendu Emmanuel Macron il y a quelques jours ? Il ne propose rien de moins que de vous imposer l'installation dans vos villages et vos villes d'une immigration que vous n'avez pas demandée. Et alors, dans les faits, Steve, est-ce que le Rassemblement national est effectivement le parti de la ruralité ? On va commencer par dire ce qu'est la ruralité. Selon l'INSEE, la ruralité représente 88% des communes françaises. C'est 33% de la population totale. Au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen a remporté plus de 18 000 communes sur les 35 000 que compte la France. Elle est même imbattable, pratiquement dans les villages, puisqu'elle arrive en tête dans 57% des communes de moins de 1000 habitants. La tendance s'est confirmée aux élections législatives. Au deuxième tour, le RN l'a emporté dans plus de 9 600 communes sur 35 000. La plupart de ces communes se trouvent effectivement dans les zones rurales. Bref, en résumé, aujourd'hui, les zones rurales préfèrent le RN et c'est bien sur ces zones que le parti veut capitaliser pour continuer à se normaliser et pourquoi pas obtenir un jour un groupe au Sénat, Thomas. Merci beaucoup, Steve Jourdain, pour toutes ces explications. Catherine Tricot, l'alternance, la seule ou la véritable alternance, voilà le slogan de Marine Le Pen pour cette rentrée et sans doute pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui. Aujourd'hui, c'est pas totalement faux. Bah oui. Elle se crédibilise et elle continue. C'est-à-dire que là, même en s'ancrant, il y a le contexte international qui va quand même la porter, qui commence déjà à la porter la semaine prochaine, malheureusement. Vous faites référence aux élections en Suède et aux élections qui viennent en Italie. Exactement, vous en avez parlé la semaine dernière, et c'est tout à fait une question qui va secouer l'Europe. C'était cette arrivée au pouvoir probable de l'extrême droite en Italie. Donc elle est portée sur le plan international, elle est portée par la position qu'elle a acquise à l'intérieur de l'hémicycle et sa position, je dirais, elle n'exagère pas, c'est-à-dire que par rapport à la France insoumise qui amplifie les colères, les réactions et qui joue le bruit dans l'hémicycle, elle veut faire la dame raisonnable. Et je pense que ça fonctionne avec un pays profond qui est notamment celui des campagnes. Mais celui des campagnes, il est à la fois, d'abord, il ne faut pas le négliger, c'est que la France reste historiquement un pays de campagne. Donc on a dans nos familles des gens dans les campagnes, nos familles... où on en vient. Où on en vient, ça, exactement. C'est sûr. Plus on remonte loin, plus on en revient tous. Voilà, absolument. Donc ce n'est pas du tout une histoire oubliée. Et la deuxième chose, c'est que ça installe sa crédibilité, c'est-à-dire qu'elle s'est nationalisée. Par les campagnes, elle devient non pas simplement un parti localisé dans le Nord-Pas-de-Calais, mais elle se nationalise et elle donne d'avoir une solution, une crédibilité politique. Mais ça, elle joue sur tous les terrains. Oui. Mais Frédéric Dabi, c'est pas nouveau d'une certaine façon. Ça fait combien de temps que le RN est sorti de ses fiefs, vous dites le Nord, le Sud-Est Il y a eu quand même la présidentielle de 2017, même si le rapport de force a été extrêmement défavorable à Marine Le Pen. Elle est maintenant attrape-tout. C'est vrai que la question des campagnes, dans nos enquêtes, jour du vote, elle était quasiment en tête au premier tour, ça a été bien dit, à 50%, 50-50 au second tour. Elle a joué sur le déclin du pays, qui est un moteur très puissant, qui a, je dirais, mobilisé une partie de l'électorat du monde rural. Et elle a aussi, ça n'a pas été dit, mais c'est le deuxième pilier, le salariat. N'oublions pas qu'au premier tour, elle est arrivée en tête chez les salariés français. C'est elle qui, la première, avait parlé en septembre 2021, donc bien avant la crise de l'énergie et bien sûr l'invasion russe, de la question de l'énergie, du pouvoir d'achat. Et c'est vrai que maintenant, elle quitte quand même ses habits de Cassandre
pour annoncer des catastrophes, c'est ce que faisait Éric Zemmour, pour maintenant être sur la proposition. Et c'est vrai aussi qu'elle joue de plus en plus fortement sur la distinction par rapport à une France insoumise, éruptive, celle du bruit et de la fureur, et qui est sur une logique tribunicienne pour elle constituer non pas l'alternance, mais l'alternative au macronisme. Et c'est d'autant plus facile sur ce quinquennat-là que le principal intéressé ne pourra pas se représenter. Mais si on fait référence, et on va conclure là-dessus, Anne-Charlène Bézina, à ce qui se passe en Suède et ce qui va peut-être se passer en Italie, il y a une question d'alliance des droites quand même qui se pose là-bas et qui va se poser en France. Est-ce que le Rassemblement national peut accéder au pouvoir national, dans une élection nationale, sans une alliance avec le parti LR ? La question se posera dans les 5 prochaines années à venir. Je remarque néanmoins que le Rassemblement national joue des trous dans la raquette de l'AREM, c'est-à-dire que les territoires, la puissance notamment fiscale de ces territoires, elle a été beaucoup amoindrie sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et l'AREM n'a jamais réussi son ancrage local. Donc ça prouve bien qu'il y a un manque dans le parti majoritaire à ce niveau-là, sur lequel c'est très facile de s'ancrer. Et j'ajoute que les somewhere et les anywhere, qui étaient un peu les deux pans qu'on essayait de faire se battre en 2017 sont encore très présents, c'est-à-dire que l'ancrage local face aux citoyens du monde, c'est ce qui se joue en Italie, en Suède, c'est la manière dont on a de sentir sa nation. Je terminerai par cette très jolie phrase de Gambetta sur le Sénat, qui en parlait comme du grand conseil des communes de France. Donc s'il est vrai que le RN arrive à parler aux communes, peut-être a-t-il un avenir au Sénat à voir. Eh ben, ce sera l'enjeu des élections sénatoriales la saison prochaine. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce premier débat.